refusé puis finalement accepté. La liste issue de l'Union des démocrates musulmans français sera bien sur la ligne de départ des élections européennes. Avec un programme pro-islam, la présence de ce parti fait craindre une dérive communautariste. Alors qu'un rapport parlementaire sur le rôle des agences sanitaires doit être dévoilé jeudi, le sénateur UDI Pierre Medevielle, vice-président de l'office parlementaire, a estimé que le glyphosate, composant du pesticide de Monsanto Roundup, était moins dangereux que la charcuterie, une déclaration au mépris de l'embargo sur le rapport qui n'a rien à voir avec les conclusions. Nouveau rebondissement dans l'affaire Vincent Lambert. Alors que l'ONU a demandé le maintien en vie du patient, l'État français n'entend pas respecter ces mesures provisoires. L'affaire, elle, prend toujours plus une tournure politique. Madame, Monsieur, bonsoir. Une dernière liste qui ne laisse pas indifférent. Après avoir été admise in extremis à participer aux élections européennes du 26 mai prochain, la liste de l'Union des démocrates musulmans de France fait beaucoup parler d'elle et laisse craindre une dérive communautariste. Thibaut Bastille. La petite dernière pour la route, alors que 33 listes ont été déposées à temps pour les élections européennes. Une 34e est venue se greffer avec quelques jours de retard. En effet, la liste « Une Europe au service des peuples » portée par l'Union des démocrates musulmans français, refusée dans un premier temps, a finalement obtenu l'aval du ministère de l'Intérieur, qui lui a accordé un délai de 48 heures pour se mettre en conformité. Une largesse de la part de l'État qui s'accompagne également de nombreuses interrogations concernant cette ultime liste. Si elle entend présenter un programme hétéroclite, axé en 7 défis capitaux, avec notamment la lutte contre la pollution plastique, les paradis fiscaux et les groupes d'influence, ou encore voir l'émergence d'une force militaire européenne indépendante afin de faire sortir la France de l'OTAN, les profondeurs du programme sont plus obscures. En effet, porté par le président fondateur de l'Union des démocrates musulmans français, Najib Azergui, la liste « Une Europe au service des peuples » a fait de l'islam sa priorité absolue. Dans une sous-partie de son programme intitulée « Le défi du vivre ensemble », l'UDMF insiste sur la nécessité de lutter contre le contrôle au faciès, ainsi que sur les discriminations ethno-religieuses, en particulier envers les musulmans. Par ailleurs, le parti milite pour le droit de vote des étrangers non communautaires aux élections locales et évoque une loi pour sévir contre ceux qui prétendent formuler une critique raisonnée de l'islam. Vous l'aurez compris, l'essentiel du programme tourne autour de la lutte contre la dite islamophobie, ou plutôt porter haut et fort les couleurs de l'islam en France, comme nous l'explique Bassam Tahan, spécialiste des questions internationales et numéro 3 sur cette liste. Alors, pourquoi je suis là-dedans ? Il y a plusieurs raisons. C'est pour résoudre le problème des identitaires, c'est-à-dire qu'on peut être français, fier de l'être, moi je peux le dire, je suis fier, d'autant plus que j'ai opté pour la France. Je ne suis pas né français. Alors, les peuples, ce sont les différents peuples de l'Europe. Alors, nous avons le phénomène d'immigration. Alors, justement, là, il est venu le jour de faire tout pour intégrer ces gens. Je rappelle qu'il y a entre 5 et 6 millions, peut-être plus, de musulmans en France. Je dis tout cela, vous voyez, sans communautariser, ni faire de ça une histoire confessionnelle. Non, ce n'est pas confessionnel du tout. Nous luttons, nous, pour les mal nantis. En faisant de la religion musulmane un véritable leitmotiv, l'Union des démocrates musulmans français s'inscrit clairement dans une démarche communautariste. D'ailleurs, les accusations n'ont pas tardé, notamment de la part du vice-président des Républicains, Guillaume Pelletier. Ce dernier s'est dit préoccupé par la représentation de cette liste aux élections européennes, mettant en doute l'intégrité de cette formation. Naturellement, malgré ces accusations, l'UDMF réfute toute forme de communautarisme. Alors vous pensez aux inquiétudes que voilà un parti communautariste. Pas du tout. Là, ce sont de fausses inquiétudes qui n'ont pas lieu d'être. Elles existent, ça c'est les médias et toute la vie politique française décadente qui stigmatise. Voilà, je vous dis au contraire. Moi, ce qui m'inquiète, c'est les autres partis pourris, beaucoup plus que le parti que je représente là, tout en n'étant pas musulman. Vous voyez, il faut comprendre par cet islam quelque chose de culturel et qui s'adresse à une couche de la population qui est démunie, qu'il faut aider à s'intégrer. Et non pas tout ce jeu politicard qu'on trouve entre la soi-disant socialiste gauche qui n'existe pratiquement plus, ou la droite
s'il fait rigoler en voulant, n'est-ce pas, ratisser large, on va mettre que la France est judéo-chrétienne. Mais bien sûr qu'elle est judéo-chrétienne, mais encore une fois, l'islam est aussi judéo-chrétien. Et vous ne connaissez pas l'islam. Vous voulez réduire l'islam à Daesh et à Al-Qaïda. Pour compléter sa défense, l'Union des démocrates musulmans français insiste sur le fait que des chrétiens figurent dans cette liste. L'argument du « Regardez, je ne suis pas communautariste car d'autres communautés religieuses sont représentées ». Un peu léger, surtout au vu du passé du parti créé en 2012. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que l'UDMF tente une percée lors de scrutins, mais jusqu'à présent, il s'était toujours cantonné aux élections locales sans réel succès. Cependant, le ton était moins policé comme lors des élections départementales de 2015. À l'époque, le parti réclamait en effet le développement de la filière halal et de la finance islamique comme un moyen de moraliser le capitalisme, ainsi que la mise en place du voile à l'école dont l'interdiction serait, je cite, en totale contradiction avec nos valeurs présumées. Ainsi, pour sa première participation à une élection européenne, l'Union des démocrates musulmans français a adouci son discours et entend se présenter comme le parti de l'espoir. Mon combat, c'est, même si on ne gagne pas, parce que là, c'est pour des raisons matérielles, hein. C'est le problème des bulletins de vote parce qu'on a été retardé, et puis bon. Mais mon combat, c'est la conscientisation de beaucoup de gens, musulmans, chrétiens, juifs, athées, que le véritable problème est une solidarité de tous les peuples qui composent le peuple français. Mis à part leurs croyances, leur religion, leur culture, on est là dans un creuset français. Et là, c'est l'ouverture. Et je ne vois vraiment pas des partis qui existent. D'ailleurs, tous ces partis sont en crise. Quel est le parti aujourd'hui qui a une majorité? Aucun parti. Alors que ce parti est un parti de l'espoir, celui que je défends. Un parti de l'espoir avec des croyances bien affichées. Nos voisins belges ont, eux, déjà fait l'expérience d'une telle liste. En 2012, le parti Intégrité, Solidarité, Liberté, Authenticité, Moralité, connu sous l'anagramme Islam, indiquait vouloir seulement défendre une meilleure intégration des musulmans dans le royaume de Belgique. Il fait aujourd'hui la promotion de la charia. Le glyphosate pollue le débat entre les deux chambres alors qu'un rapport sur les agences sanitaires doit être publié jeudi après une étude du Sénat et de l'Assemblée. L'UDI Pierre Médevielle a profité de l'occasion pour relancer le débat sur la dangerosité du glyphosate. De l'huile sur le feu, voilà comment le député LREM Cédric Villani, vice-président de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, a réagi après les propos de son homologue du Sénat, l'UDI Pierre Médevielle. Le sénateur a en effet affirmé que le glyphosate était moins cancérigène que la charcuterie. Une conclusion personnelle qui vient polluer le rapport parlementaire puisqu'il n'était pas l'objet des travaux, à plus forte raison que le rapport était toujours sous embargo, comme le rappelle Gérard Longuet, le président de l'Office parlementaire. Le rapport a été voté à l'unanimité le 2 mai, mais il est en embargo jusqu'au moment où, par courtoisie, pour les rapporteurs qui ont fait ce travail, ce sont à eux 4, 2 députés, 2 sénateurs, de présenter ce rapport. Ils le feront le 16 mai après-midi. Mais dans le monde d'aujourd'hui, il ne nous a pas échappé que tenir une information confidentielle est un exercice à peu près impossible. On peut imaginer que le sénateur a des relations habituelles avec son quotidien régional, que ce dernier lui dise « Ah bah tiens, sur quoi travaillez-vous ?» Et M. Médevielle de dire « Je travaille pour un rapport qui va sortir la semaine prochaine, vous pouvez nous en parler ?» Vraiment, ce n'est pas le premier homme politique à avoir été pris au piège de ces relations avec des journalistes. Une indiscrétion qui pose question alors qu'on apprenait la semaine dernière que la firme Monsanto fichait des personnalités publiques pour faire un travail d'influence en faveur du glyphosate. On s'interroge sur les motivations d'une pareille déclaration. Cédric Villani, que nous avons joint, rappelle que la dangerosité du glyphosate n'est pas tranchée dans le rapport de l'Office scientifique. En effet, la molécule a été abordée uniquement pour analyser les méthodes d'évaluation des agences, lesquelles ont donné lieu à des conclusions diverses. Il ajoute d'ailleurs que la question du glyphosate a déjà été tranchée d'un point de vue politique, puisqu'il a été décidé de l'interdire sous 3 ans. Cédric Villani rappelle aussi que l'objet du rapport était précisément de dépassionner les débats
et déplore donc qu'une nouvelle polémique soit lancée avant même la divulgation des conclusions. L'ONG Foodwatch n'a d'ailleurs pas tardé à réagir aux propos du sénateur qu'il voit comme une manière de semer le doute pour gagner du temps. Il faut dire que la firme Monsanto n'en finit pas de faire parler d'elle avec des pratiques controversées. L'an passé, les révélations des Monsanto Papers faisaient état des méthodes contestables du géant, le ghostwriting, consistant à faire signer des études internes par des scientifiques peu scrupuleux. De même, un tribunal américain vient de condamner le géant à verser 2 milliards de dollars à un couple atteint du cancer attribué à l'utilisation du désherbant. C'est le 3e verdict américain qui condamne la firme en quelques mois, à croire que l'Europe reste le dernier bastion d'influence de Monsanto. Nouveau rebondissement dans l'affaire Vincent Lambert. Alors que l'ONU s'est prononcée en faveur du maintien des soins, l'État français entend passer outre. Olivier Frère-Jacques. Nouvel épisode dans l'affaire Vincent Lambert. Le docteur Vincent Sanchez du CHU de Reims a annoncé vendredi 10 mai l'arrêt de la nutrition, de l'hydratation et des soins dispensés aux patients au cours de la semaine du 20 mai. Une annonce qui intervient alors que l'ONU a ordonné des mesures provisoires via le CIDPH, le Comité international des droits des personnes handicapées. Ces mesures consistent en la suspension de toute décision d'arrêt des soins du patient avant une instruction sur le fond. En dépit de cette injonction onusienne, le ministre de la Santé Agnès Buzyn soutient le médecin et entend passer en force, comme nous l'explique Maître Jérôme Triomphe, l'un des avocats des parents de Vincent Lambert. Le ministre de la Santé est donc évidemment en accord avec le gouvernement et évidemment probablement avec le président de la République, a prétendu que ces demandes de mesures provisoires de l'ONU n'étaient pas juridiquement contraignantes, ce qui est absolument faux. Et nous avons une réponse officielle de la France auprès de l'ONU, à laquelle nous avons immédiatement répondu, qui dit qu'elle répondra sur le fond, mais qu'elle ne respectera pas les mesures provisoires. C'est-à-dire que concrètement, elle répondra à nos griefs sur le fond une fois que Vincent sera mort, et c'est comme cela qu'elle prétend respecter ses engagements internationaux. Dans la foulée, le docteur Sanchez, le vendredi 10 mai dernier, a écrit à la famille en disant qu'il arrêterait l'alimentation et l'hydratation de Vincent et qu'il le placerait sous sédation terminale dans la semaine du 20 mai. On ne sait même pas quel jour. Et donc nous sommes depuis vendredi soir, depuis cette annonce sidérante, en train de multiplier les recours auprès de différentes instances internationales, nationales, judiciaires et extrajudiciaires, pour que soit respectée la parole internationale de la France, les engagements internationaux de la France, et que Vincent Lambert ne soit pas mis à mort au mépris des recours suspensifs et des mesures provisoires qui ont été réclamées par l'ONU. La France entend donc passer outre les mesures de l'ONU. Les avocats des parents de Vincent Lambert ont saisi le défenseur des droits Jacques Toubon pour qu'il fasse appliquer les mesures provisoires demandées par l'ONU, à savoir la suspension de toute décision d'arrêt des soins du patient avant une instruction sur le fond. Pour Maître Jérôme Triomphe, les derniers rebondissements judiciaires montrent que l'affaire Vincent Lambert a quitté le champ médical et judiciaire pour intégrer le champ politique et idéologique. Ce qui se passe est un véritable crachat qui est jeté à la face d'abord du droit international, des traités internationaux, des engagements internationaux de la France, mais également un crachat de la France à l'ONU et un crachat évidemment sur Vincent, puisqu'il est désormais démontré à la face de la terre entière que l'affaire Vincent Lambert n'est pas une affaire médicale et que c'est une affaire politique et idéologique. En plus de 10 ans de feuilleton judiciaire, l'affaire Vincent Lambert a permis aux défenseurs de l'euthanasie d'avancer leur pion. Une manœuvre politique qui donne une publicité inédite à une affaire familiale et médicale. Le gouvernement s'enfonce pour sa part dans la brèche et entend bien s'appuyer sur cette actualité pour relancer son projet de loi sur l'euthanasie. À la peine dans les domaines économiques comme sociaux, la majorité En Marche pourrait ainsi trouver un échappatoire sociétal à ses échecs, comme la précédente majorité l'avait fait. De leur côté, les défenseurs de Vincent Lambert, regroupés notamment dans un comité de soutien portant son nom, s'activent pour sensibiliser l'opinion aux enjeux qui entourent cette affaire judiciaire. Et à présent, nous passons à l'actualité en bref avec Thibaut Bastide. Batterie à plat pour les trottinettes électriques. Alors qu'une charte visant à encadrer et réguler l'activité de ce marché en plein essor vient tout juste d'être signée, la mairie de Paris menace d'interdire les engins. On en compte 15 000 dans les rues de la capitale, mais ce chiffre pourrait doubler dans les mois à venir si rien n'est fait. Pour empêcher les stationnements anarchiques, les appareils sont désormais susceptibles d'être envoyés à la fourrière, moyennant une amende de 100 € pour les entreprises gestionnaires.
Le procès des époux Balkany aura bel et bien lieu. Lundi, lors de la première journée d'audience, les avocats de Patrick et Isabelle Balkany ont plaidé le renvoi en raison de l'absence de la première adjointe à la mairie de Levallois-Perret, hospitalisée après sa tentative de suicide le 1er mai dernier. Une demande rejetée par le tribunal. Le procès s'est donc poursuivi ce mardi en présence de Patrick Balkany. Le couple est accusé de fraude fiscale, corruption et blanchiment et doit s'expliquer sur l'étendue de son patrimoine immobilier. Le procès doit durer 6 semaines. WhatsApp, victime d'un logiciel espion. Lundi, l'application de messagerie a reconnu une importante faille de sécurité touchant la fonction appel téléphonique. Celle-ci pouvait permettre d'installer, à l'insu de l'utilisateur, un logiciel espion sur son téléphone, que l'utilisateur décroche ou non lors de l'appel infecté. Selon le Financial Times, cette faille a été exploitée pour installer les logiciels espions Pegasus de l'entreprise israélienne NSO Group, qui fournit ces logiciels aux forces de sécurité de nombreux pays dans le monde. Le programme permet notamment de collecter la géolocalisation de sa cible, de lire ses messages et emails, de déclencher à son insu le micro et la caméra de son téléphone. Des plaintes devraient être déposées contre le ministère de la Défense israélien, autorité de tutelle de NSO Group. Pour échapper au piège, les utilisateurs de WhatsApp sont invités à mettre à jour leur application. Raciste, homophobe et misogyne, voilà à quoi une certaine Margarita B a réduit Alain Delon. Cette déclaration intervient alors que l'acteur doit recevoir la Palme d'honneur lors du Festival de Cannes. Margarita a même lancé une pétition pour qu'il ne reçoive pas la récompense. Cette dernière a déjà récolté plus de 14 000 signatures. Les organisateurs du Festival de Cannes invoquent pour leur part l'incroyable carrière de l'acteur pour défendre leur choix. Marc Leroy en appelle à ses lecteurs. Le créateur du site web La Plume à gratter est accusé de diffamation par les héritiers de Pierre Berger à la suite d'un article de VSD publié en 2014. Victime de sérieux soucis de santé, Marc Leroy n'avait pas pu assister à l'audience en avril dernier, mais espère être relaxé dans cette affaire. Donc je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Le compte-rendu que m'a donné l'avocat, c'est que les avocats de Pierre Berger ont demandé une condamnation assez conséquente au niveau financier. Donc je ne sais pas ce que ça donnera. Il me semble que les demandes de la partie adverse sont un peu délirantes, mais ça, je ne peux pas préjuger de la décision. Simplement, si je dois payer mon avocat, la somme qui est demandée, je ne peux absolument pas la réunir pour l'instant. Évidemment, je voudrais payer mon avocat et j'espère qu'il y aura relax parce que je n'ai fait que, entre guillemets, mon travail de journaliste. J'ai fait une citation de presse, donc il me semble que les journalistes ont le droit de faire des citations de presse, d'un article qui à l'époque n'avait pas du tout été attaqué par Pierre Berger, donc il me semble que cette procédure judiciaire était totalement indue. Mais en matière de délit de presse, c'est ce que m'a dit la juge d'instruction quand elle m'avait reçu à l'époque, les procédures vont forcément devant le tribunal, donc voilà, j'espère que le tribunal dira que toute cette procédure n'avait pas eu lieu d'être. Mais en attendant, évidemment, les frais de justice existent. Le verdict devrait être connu au mois de juin. En attendant, vous pouvez aider Marc Leroy à régler ses frais d'avocat en participant à la cagnotte Litchi. Et voilà, on approche de la fin de cette édition. Dans un instant, notre Zoom du jour. François-Marie Blanc-Brud vient de la gauche. Dans son Memento, à l'usage des gens ordinaires, il revient sur la puissante révolte des Gilets jaunes. J'ai quand même cru, au deuxième tour, à François Hollande. J'ai cru à son discours du Bourget. Mon ennemi, c'est la finance. La France n'est pas un problème, c'est une solution. Et puis, évidemment, j'ai été très très vite déçu. Et dans le même temps, j'ai vu qu'il y avait un développement du communautarisme islamiste, d'un certain racialisme vis-à-vis des Français dits blancs. Voilà, et je me suis mis à réfléchir, à remettre tout à plat. J'ai parcouru pas mal de livres et je faisais des petites notes pour m'éclaircir les idées. Et de fil en aiguille, ces petites notes sont devenues plus volumineuses. Et à la fin, ça a fini par devenir un essai, ce qui n'était pas du tout prémédité au départ. Ce soir, vous découvrez également un nouvel épisode de La Petite Histoire. Christopher Lann parlera de la colonisation comme entreprise de gauche.
Il y a 2 semaines, j'ai fait un épisode sur le thème « La France a-t-elle pillé ses colonies ?» Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à aller le voir pour voir si c'est vraiment le cas. Spoiler, non. Et dans cet épisode, j'avais annoncé que j'allais enchaîner avec un autre épisode dont le thème est très lié, à savoir la gauche et la colonisation, qui, je crois, en toute modestie, était plus attendu que l'épisode de Game of Thrones sur la bataille de Winterfell. Eh bien, le voici. Mais certains d'entre vous, qui je l'espère n'ont pas le droit de vote, vont me dire « Quoi ? Mais comment ça ? Qu'est-ce que c'est que cet épisode ? La gauche et la colonisation. Quel est le rapport entre gauche et colonisation? Parce que la gauche, c'est quand même l'incarnation du bien, des bisous et des arcs-en-ciel, non? À cela, je n'aurai qu'une chose à répondre. Tu as vraiment besoin de voir cet épisode, crois-moi. Retrouvez également Passé Présent, Philippe Conrad retrace le parcours de Charles Quint et Anne Sicard achève le récit de la vie de la duchesse de Montpensier. Le professeur Yves Morel présente ensuite son ouvrage La vraie pensée d'Augustin Cochin, préfacé par Jean Tullard. Et puis tout de suite, la France de Campagnol de Christian Combaz et Mes libertés politiques avec François Billot-de-Locner. Mais avant, nous nous quittons sur les images de l'hommage rendu aux 2 soldats français des commandos marines tués au Burkina Faso, lors de la libération des otages. Il s'appelait Cédric de Pierrepont, il avait 33 ans, et Alain Bertoncello, 28 ans. Bonsoir. Je reste comme vous, j'imagine, assez curieux d'entendre encore Léon, notre médium un peu illuminé là sur cette histoire de l'incendie de Notre-Dame qui a enflammé son imagination aussi. Tous les 2 jours, il arrive avec une autre précision qui provient de ce qu'il appelle son ressenti. Et je lui sais gré de ne pas me resservir tout ce qu'on trouve sur Internet, car contrairement à Gustave, il n'y va pas beaucoup. C'est plutôt un homme de contemplation, si vous voulez. Il m'explique que c'est comme s'il portait en lui une sorte de pompe à morphine. Il entre souvent dans un état bizarre et il me dit « J'ai l'impression qu'une porte s'ouvre dans mon esprit et là je vois ce qu'il y a tout d'un coup hors de la maison terrestre. » Il me disait tout ça pendant que nous allions en voiture voir son grand copain Bernard, qui était un ancien moine bénédictin dont nous avons un peu déjà parlé, qui avait été viré de son couvent pour avoir un peu trop joué les guérisseurs. En fait, il s'est entendu, ce type, avec l'évêque pour retourner à la vie séculière parce que sa sœur, qui était femme de banquier, venait de lui léguer une maison dans le coin, ce qui tombait bien. Donc en sortant du monastère, ce fameux Bernard, que nous allons voir en voiture, là, s'est installé dans cette grosse maison bourgeoise de sa sœur. Il a gardé la femme de ménage, secrétaire, chauffeur de sa sœur aussi, une certaine Suzanne, qui ne demandait pas mieux d'ailleurs, et il a pratiquement ouvert un cabinet qu'il appelle une permanence, il appelle ça guérison spirituelle. Alors comme nous approchions du faubourg de Villefranche de Rouergue où se trouvait la fameuse maison de Bernard, Léon a tenu à me détromper, il ne voyait pas les défunts du tout, hein, ce gars. Il restait, lui, dans la médecine parallèle, et quand il avait soigné les maux du corps, il passait à ceux de l'esprit, et il me dit, c'est ça qui est intéressant. Il trouve que la plupart des manifestations physiques traduisent en fait un inconfort moral. Les gens ne peuvent pas se passer de lui, du coup, parce qu'il le reçoit pour quelque chose qui ne va pas dans leur corps, et peu à peu, il leur parle de quelque chose qui ne va pas dans leur cœur, dans leur vie.
J'étais donc très curieux de connaître ce monsieur Bernard, et en arrivant, nous avons traversé un jardin de curé, ce qui paraît normal, et puis une femme de 40 ans nous a reçus assez mal, je dois dire. Je veux dire qu'elle n'a fait aucun effort pour nous être agréable, à la seule exception de nos 2 chiens, car nous avions emmené, lui, son petit Fox, et moi, mon Schnauzer, et elle s'en est occupée pendant toute la visite. C'était une fille extrêmement masculine qui faisait aucun effort pour le cacher, une sorte de veste sans manches, un pull-over à col roulé parfois, souvent, un blue jean, mais qui avait des yeux de chien de traîneau, bleus, très pâles, les mêmes exactement que ceux de son employeur, l'ex-moine Bernard, et à cause desquels elle racontait volontiers qu'on les croyait parents. Elle était visiblement à la recherche d'une sorte de père, et elle l'avait trouvé. Lui répétait sobrement devant elle, elle a bien des défauts, mais je la garde parce que c'est un génie. C'est devenu tellement rare qu'il n'y en a même plus au gouvernement, disait-il. C'était lui un type assez carré, le cheveu encore bien noir malgré ses 60 ans, encore que très rare. Son regard très clair était frappant, en effet, pour un type aussi brun. Il m'a dit vous avez des difficultés respiratoires. Il m'a dit à moi, comme beaucoup d'artistes, vous avez chez les artistes les intestinaux comme Balzac et Flaubert, puis il y a les voix aériennes comme Proust, Mauriac, et sans doute comme vous-même. Alors ça commençait bien. Après nous n'en avons plus parlé, nous avons déjeuné, nous avons été dérangés par un type qui venait pour sa fille, mais qui n'a pas voulu recevoir avant le lendemain. Quand le type est parti, je lui ai dit, ça me rappelle ces moments de l'évangile où on vient trouver Jésus pour lui dire de venir soigner quelqu'un et où il dit, retourne chez toi, ton serviteur est guéri. Il m'a répondu, c'est exactement ce que je viens de lui dire. Quoi ? Que sa fille va déjà mieux. Elle est malade, mais c'est en grande partie à cause de lui. C'est un système binaire, me dit-il, c'est un peu comme 2 planètes. Donc ce Bernard était quand même très curieux. Il m'a expliqué, je ne fais pas de cabinet, non c'est un prétexte, je n'ai pas de plaque, on vient me voir pour me demander de passer à la maison, j'ai besoin de voir moi comment les gens vivent. Et là souvent, après une petite analyse, je rétablis l'équilibre dans leur vie. Donc généralement ça prend une journée, Suzanne me conduit dans la Clio, je suis un peu comme un architecte si vous voulez qui vient voir une maison, et je vois souvent ce qui ne va pas. Alors vous allez me dire, vous vous faites payer? Non, non, je ne me fais pas payer, mais j'oblige les gens à me montrer un reçu du denier du culte, c'est 20 €. Et pourquoi je ne me fais pas payer? Tout simplement parce que ma sœur avait de l'argent par son mari, ses actions ont doublé d'ailleurs parce que Suzanne, ma femme de ménage, la boursicote sur Internet pour mon compte. Et donc cette Suzanne vraiment extraordinaire, à la fin de la visite, a joué un peu de piano, parce que c'est une pianiste de jazz qui n'avait jamais appris, mais ça, elle avait appris rien qu'à l'oreille comme ça, elle retenait tout ce qu'elle entendait. Ensuite, il a tenu à me dire que lui ne touchait pas au monde des esprits, ça lui faisait peur, même ce que faisait Léon, il avait un doute sur la présence du démon dans ses histoires. Et enfin, il n'a pas exclu de nous revoir bientôt à Campagnol, car il avait un cas dont tout le monde avait entendu parler au village. C'est une fille anorexique qui ne s'en sortait pas, et l'un des objets de la visite que nous lui faisions avec Léon était justement de le décider à venir s'en occuper. Je viendrai, nous a-t-il dit en nous quittant, c'est donc la perspective d'un épisode supplémentaire de cette chronique que je vous raconterai. À bientôt, merci, et abonnez-vous. Après plusieurs semaines d'intenses réflexions et de délicieux bouillonnements démocratiques, voilà que nous ont été divulguées les conclusions du fameux grand débat promis par Emmanuel Macron en réponse au mouvement des Gilets jaunes. Et là, nous avons découvert avec stupeur que l'une des revendications majeures, voire la revendication essentielle du mouvement, n'est tout simplement pas mentionnée dans les conclusions du dit débat. Pas de place pour le RIC, le fameux référendum d'initiative citoyenne. Les voies de la démocratie participative sont décidément impénétrables. Édouard Philippe a mis les choses au point. La démocratie directe, ce n'est pas ce dont les Français veulent. Traduction, c'est trop dangereux. Édouard, 75% des Français veulent le référendum d'initiative citoyenne. Comment peux-tu mentir à ce point? Le Premier ministre poursuit, droit dans ses bottes mensongères, ils veulent une démocratie plus représentative, plus transparente, plus efficace. Édouard,
En gros, ils veulent l'inverse du macronisme, non? Ils veulent l'inverse de ce que tu fais. Bon, rien d'étonnant à ce que l'on arrive à ce résultat à l'issue de la pseudo-négociation. Le grand débat, mes chers amis, n'a jamais été conçu pour être à l'écoute des Français. Cela, c'était dans les contes de fées. Le site officiel du débat a tout simplement été configuré pour éviter que les participants en viennent à demander le fameux RIC. Il n'était pas possible de répondre directement sur l'instauration du RIC. Il fallait recourir pour cela à une question ouverte et tout était fait pour vous en dissuader, le grand emberlificotage. Les résultats du débat sont assez conformes à la conception de la démocratie selon Emmanuel Macron. La parole est libre, mais nous choisissons les questions et nous proposons les réponses. Nous voici revenus au temps du célèbre Georges Marchais et de son interview si important avec El Kabbach, qui disait à Marchais qu'il ne répondait pas à sa question, et Marchais répondait « Mais ce n'est pas votre question, mais c'est ma réponse ». Macron, Marchais, même combat, et vive la démocratie. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt.